Merci d'être avec nous sur AL24 News. Nous nous excusons pour le retard lié à des problèmes techniques au sommaire de l'actualité de ce mercredi 13 juillet. Tindouf Zouerat, le projet prend forme. Le Parlement mauritanien vient d'adopter le projet de loi portant sur le mémorandum d'entente entre l'Algérie et la Mauritanie relatif à cet axe économique vital. Tension entre Bamako et Abidjan après l'arrestation de 49 militaires ivoiriens au Mali. Les autorités ivoiriennes exigent la libération sans délai de leurs soldats. Crise céréalière, la Turquie abrite une réunion quadripartite comprenant des experts de l'Ukraine, de l'ONU, de la Turquie et de la Russie pour étudier la levée des obstacles entravant les exportations de céréales ukrainiennes. Et au Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe est désigné président par intérim après la fuite du président Gotabaya Rajapaksa. Les manifestants ne décolèrent pas et envahissent le bureau du Premier ministre. Bonsoir à tous. L'Algérie et la Mauritanie continuent de tracer leur voie. Le Parlement mauritanien a adopté au cours d'une séance plénière le projet de loi portant sur le mémorandum d'entente entre l'Algérie et la Mauritanie relatif à la construction de la route Tindouf-Zouerat. Cette route légale, respectueuse des frontières, est considérée comme un axe vital au renforcement des échanges commerciaux et des relations économiques entre les deux pays frères. Khair Batache. Un pas de plus dans la réalisation de la nouvelle route terrestre entre la ville algérienne de Tindouf et celle de Zouerat en Mauritanie vient d'être franchi à la faveur de la ratification par le Parlement de Nouakchott du projet de loi relatif au protocole d'accord signé le 28 décembre 2021 à Alger entre la Mauritanie et l'Algérie. Cet axe routier stratégique vise à renforcer les liens commerciaux et économiques entre les deux pays partenaires à travers la dynamisation des échanges. Une victoire de plus donc pour l'Algérie dans la bataille économique qui s'annonce rude dans la région du Sahel. Alger multiplie les initiatives visant à renforcer son réseau routier, la reliant à ses partenaires africains afin d'augmenter ses parts de marché en région subsaharienne et faciliter la tâche à ses entreprises désireuses d'exporter leurs produits vers des marchés plutôt porteurs. Désormais, sur tous les fronts économiques en Afrique, Alger accorde une grande importance au développement de toutes sortes d'infrastructures de transport et devient un acteur incontournable, œuvrant en faveur de l'inclusion économique et le désenclavement de cette région du continent. À ce titre, le ministre mauritanien de l'équipement et des transports, Mokhtar Ahmed Yedali, a passé en revue les clauses de l'accord indiquant que le préambule du mémorandum souligne la volonté des deux pays de consolider et de développer les liens fraternels et d'intensifier et de diversifier les échanges économiques et commerciaux à travers la construction de cette route. Le rôle de cette route sera de renforcer l'intégration économique africaine et la contribution dans l'effort de relance économique de notre pays, ainsi que le désenclavement des régions nord de la Mauritanie. En assurant le financement, la mise en œuvre et le suivi du projet à travers l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, l'Algérie montre l'exemple en matière d'accompagnement de la mise en œuvre de la nouvelle zone de libre-échange africaine ZLECAf par des actions concrètes permettant l'éclosion d'un vrai écosystème d'échanges commerciaux interafricains. À noter qu'un comité bilatéral sera chargé du suivi et de la mise en œuvre du présent mémorandum. Et la santé économique de l'Algérie est étroitement liée au marché pétrolier. Et à ce propos, le mois dernier fut exceptionnel pour le Sahara blind algérien. En effet, le brut algérien a augmenté de plus de 13 dollars en juin, passant de plus de 115 à près de 130 dollars le baril en juin. Cette augmentation a permis au Sahara blind algérien d'occuper la première place des bruts les plus chers en juin.
En Libye, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Farhat Ben succède à Mustafa Sanalla à la tête de la National Oil Corporation. Ben a été nommé hier par le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba. La compagnie nationale de pétrole libyenne qui a annoncé ce mercredi la reprise des exportations de brut depuis 2 terminaux, 3 mois après le début d'un blocus pétrolier sur fond de crise politique. Toujours concernant la Libye, le comité de haut niveau de l'Union africaine a annoncé la tenue d'une conférence inclusive pour la réconciliation libyenne. Les parties libyennes détermineront l'ordre du jour de la conférence, espérant que cette dernière sera une piste complémentaire en cas d'échec des dialogues en cours. L'objectif principal de l'Union africaine étant d'assurer l'indépendance de la décision libyenne, ajoutant que les pays africains et européens étaient touchés par ce qui se passe en Libye en termes de présence de mercenaires, d'armes et de migration illégale. Direction le Mali, où pour parler de maintien de la paix dans la région, il y a ce dossier qui fait polémique. 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés dimanche dernier au Mali, accusés par les autorités de Bamako d'être des mercenaires, une situation qui a motivé la tenue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, présidée hier à Abidjan par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien a exigé désormais la libération sans délai des soldats. Dans l'actualité également, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nadir El-Arbaoui, a souligné la nécessité de faciliter le travail des missions de maintien de la paix de l'ONU, notamment dans leur interaction avec la population locale, en leur permettant de s'enquérir de la situation des droits de l'homme. Lors de sa participation au débat public du Conseil de sécurité sur le rôle essentiel de la communication stratégique dans les opérations de maintien de la paix, l'ambassadeur algérien a réitéré la nécessité du déploiement des forces de maintien de la paix dans diverses zones de tension et de conflits dans le monde, dictées par la responsabilité qui incombe aux Nations Unies pour maintenir la paix et la sécurité internationale, ainsi que par l'impératif d'assurer la protection des civils, en particulier. À cette occasion, Arbaoui a rappelé les amendements constitutionnels en Algérie en date du 1er novembre 2020 concernant la participation de l'Algérie aux opérations de maintien de la paix, à condition qu'elles soient placées sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine ou de la Ligue des États arabes, et qu'elles soient compatibles avec les principes et les objectifs de ces organisations. Joe Biden a entamé officiellement sa tournée au Moyen-Orient par les territoires palestiniens occupés. À peine arrivé, le président américain a promis que les États-Unis et l'entité sioniste allaient renforcer encore leurs liens, évoquant en particulier un partenariat dans les systèmes de défense, tout en affichant sa volonté de continuer de faire avancer son intégration dans la région. Le chef du gouvernement américain a aussi réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis à ce pays allié. Il a réitéré son engagement en faveur d'une solution à 2 États au conflit israélo-palestinien. Biden qui doit se rendre ensuite en Arabie Saoudite, une référence au processus de rapprochement entre l'État sioniste et certains pays arabes. On reste dans la région où 9 pays de l'Union européenne, comprenant les ministères des Affaires étrangères de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de l'Irlande, d'Italie, des Pays-Bas et de l'Espagne, ont rejeté la désignation terroriste par le régime sioniste de 6 groupes de la société civile palestinienne, affirmant qu'ils poursuivraient leur coopération et leur soutien ferme aux organisations. Le régime d'occupation accusait les groupes
palestinien de canaliser l'aide des donateurs vers les combattants de la résistance palestinienne. Dans le dossier du nucléaire iranien, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a affirmé que les consultations entre les États-Unis et l'Iran se poursuivaient comme auparavant par l'échange de messages avec l'Union européenne lors d'une conférence de presse dans la capitale Téhéran, indiquant que le moment et le lieu des négociations seraient bientôt déterminés. Les négociations se poursuivent comme auparavant par l'échange de messages. La manière dont nous allons poursuivre les négociations et le lieu des négociations font l'objet de discussions entre les parties par le biais de messages de tiers. Je pense que le moment et le lieu des négociations seront bientôt déterminés. Je vous le disais en titre dans la crise céréalière, la ville turque d'Istanbul a abrité ce mercredi une réunion quadripartite comprenant des experts de l'Ukraine, de l'ONU, de la Turquie et de la Russie pour étudier la levée des obstacles entravant les exportations de céréales ukrainiennes qui font cruellement défaut sur le marché mondial. Mohamed Wali Ben Shaban. Sous les auspices des Nations Unies, des délégations d'Ukraine, de Russie et de Turquie discutent à Istanbul des moyens d'exploiter les voies maritimes pour les exportations de céréales ukrainiennes, dans le but de libérer 20 millions de tonnes de céréales qui sont actuellement bloquées dans les ports de la région d'Odessa. Si Moscou confirme les pourparlers pour libérer les céréales ukrainiennes, Kiev avance pour sa part que les négociations s'annoncent compliquées et le blocage risque de faire tripler les réserves du pays. De son côté, Istanbul multiplie les efforts diplomatiques pour faciliter la reprise des livraisons. Ces efforts n'ont pas permis de débloquer la situation. Moscou exige de pouvoir inspecter les navires, ce que rejette en bloc Kiev. Le temps presse. Cette réunion confidentielle intervient dans un contexte de hausse mondiale des prix des denrées alimentaires qui fait peser des risques de famine, en particulier en Afrique et en Asie. L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et d'autres céréales. Il s'agit d'établir des couloirs sécurisés permettant leur transport. Avant le conflit russo-ukrainien, l'Ukraine, puissance agricole, prévoyait de fournir cette année environ 12% du blé exporté dans le monde et plus de 16% du maïs. Mais les pénuries de carburant ont bouleversé son agriculture. Aujourd'hui, le problème le plus urgent est la difficulté à faire sortir les céréales du pays. Et pour évoquer ce dossier est avec nous Lotfi Radnaout, enseignant-chercheur en filières agricoles. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors on l'a vu, le conflit en Ukraine s'est lourdement répercuté sur le marché des céréales, famine, inflation, fluctuation des cours de monnaie. Jusqu'où peut aller cette crise ? Bon, espérons que cette négociation, c'est-à-dire cette rencontre qui représente un brin d'espoir, oui. Beaucoup de pays importateurs, notamment les pays africains, et c'est-à-dire les plus vulnérables, considérés et les pays du Moyen-Orient, Proche-Orient aussi. Donc, et d'autres pays qui ne font que constater les conséquences de ce blocus catastrophique aujourd'hui. Donc les enjeux aujourd'hui, les enjeux sont de taille et le monde doit encore résister et aussi, c'est-à-dire à cette envolée de prix, des cours d'énergie et aussi trouver des solutions, trouver des alternatives pour se passer au blé ukrainien qui me semblait un peu difficile en cette situation. Justement, en ce moment. Oui. Donc aujourd'hui, oui. Justement, Lotfi Radnaout, le monde dépend quasiment aujourd'hui des céréales ukrainiennes, mais aussi russes. Comment débloquer cette situation sur le court et le long terme ?
Donc aujourd'hui, bon, il y a des préconisations de la FAO. Après, bon, il y a des négociations où la Turquie, c'est-à-dire assure ce rôle de médiateur et assume son rôle et apparaît apparemment, c'est-à-dire détentrice de la clé de ce blocus. Donc, elle a assuré, selon son gouvernement et son président Erdogan, la faisabilité de la mise en place rapide d'un corridor maritime que je le considère comme un couloir qui va être comme un couloir humanitaire, c'est-à-dire afin d'acheminer la nourriture à plusieurs pays ou ces pays affamés. Donc là, à mon avis, c'est-à-dire, de toute façon, c'est-à-dire ce blocage-là m'apparaît un peu. C'est-à-dire que ce déblocage n'apaisera en aucun cas aujourd'hui cette situation de blocage. Pourquoi ? Parce que, sachant que l'Ukraine, donc l'Ukraine exportait 12% du blé, du marché mondial, 15% du maïs et plus de 50% des huiles, des oléagineux. Et il y a aussi donc 20 millions de tonnes. Maintenant, c'est-à-dire la problématique est que 20 millions de tonnes provenant de cette récolte de l'an dernier, donc ne peuvent pas être transitées, c'est-à-dire vers leur destination. Et aussi les récoltes de cette année. On parle de récolte périmée aussi. Après, par rapport aux préconisations de la FAO, donc l'urgence aujourd'hui est c'est-à-dire de limiter vraiment la hausse des prix, et cela passe notamment par la régulation internationale sur les marchés du carburant, c'est-à-dire sur les agrocarburants, et aussi renforcer les capacités des pays pour faire face à cette crise-là, c'est-à-dire les investissements, et faire face à ces inflations qui ont touché plusieurs pays. Et il y a aussi dans cette crise on dit que beaucoup de tonnes de blé et d'orge notamment ont été perdues et ne peuvent être récupérées. Comment remédier à ces pertes ? Oui, il y a aussi selon les déclarations des Ukrainiens. Car ne pouvant être exportés dans les délais. Voilà, plus de 22% des terres sont contrôlées par les Russes. Donc, à ne pas prendre ces quantités-là en considération. Même la FAO a déclaré, elle a parlé aussi c'est-à-dire d'un rabais de production de plus de 40%. Donc, à ne pas prendre en considération. Donc, maintenant, il va falloir vider ou il va falloir faire de la place dans ces silos-là, déjà pour stocker la production, c'est-à-dire la production de cette saison, de cet été. Voilà, donc c'est ça Après, voilà, donc oui. Lotfi Ranaut, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en filières agricoles. Toujours en économie, la hausse des prix à la consommation a encore grimpé en juin aux États-Unis, dépassant les 9% sur un an et se trouve désormais au plus haut depuis novembre 1981, selon l'indice des prix à la consommation publié ce mercredi par le département du travail. Ce chiffre représente un nouveau coup dur pour le président américain Joe Biden qui tente depuis plusieurs mois de juguler cette flambée des prix. Et alors que l'inflation accélère aux États-Unis et ouvre la porte à une politique monétaire encore plus stricte outre-Atlantique, l'euro poursuit sa dégringolade. La monnaie européenne plombée par les perspectives moroses de l'économie du vieux continent, avec la possibilité d'un arrêt des approvisionnements de gaz russe, a plongé ce mercredi sous le seuil symbolique $1 qui n'avait plus été franchi depuis décembre 2002. Céréales Énergie nous amène tous deux en Espagne, confrontés à une crise énergétique aggravée par la désinvolture politique et de son chef du gouvernement, Pedro Sánchez, envers l'Algérie. Dans le dossier sahraoui, l'Espagne voit ses importations de gaz russe augmenter sensiblement durant le mois de juin, au point de faire de Moscou son deuxième fournisseur après les États-Unis. Naliman Zekar.
L'Espagne entre le marteau et l'enclume. Impactée par les baisses des exportations algériennes de gaz naturel, l'Espagne est désormais contrainte de s'appuyer sur les approvisionnements du nouvel ennemi juré de l'Europe, la Russie. En effet, selon les statistiques du gestionnaire gazier espagnol Enagas, Moscou a été le deuxième fournisseur de Madrid au mois de juin, derrière Washington. Sur fond de crise politique intense entre l'Espagne et l'Algérie, induite par un malheureux revirement de la Moncloa au sujet du dossier sahraoui, les exportations de gaz naturel depuis l'Algérie ont chuté de 57,3% par rapport à juin 2021. Alger et le groupe Sonatrach, qui détiennent une nouvelle feuille de route en matière de partenariats bilatéraux, ont fait le choix de revoir leur politique tarifaire envers Madrid, qui jusque-là bénéficiait de prix très avantageux au regard de la réalité des marchés mondiaux du gaz. De leur côté, les États-Unis sont restés en juin et pour le 6e mois consécutif les rois du gaz en Espagne, en fournissant 29,6% du total des importations. La hausse des exportations russes de gaz en faveur de l'Espagne n'est pas une bonne nouvelle pour Madrid et pour Bruxelles, qui restent très dépendants des livraisons de gaz outre-Oural et voient leur politique de sanctions économiques davantage fragilisée. La ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, a souligné que cette augmentation faisait partie des accords préalables à l'opération militaire en Ukraine. Dans le même temps, elle a appelé les opérateurs énergétiques espagnols à réduire au minimum leurs importations de gaz russe. Direction le Sri Lanka à présent, je vous en parlais en titre, suite à la fuite du président Gotabaya Rajapaksa et seulement quelques heures après la désignation de Ranil Wickremesinghe comme président par intérim, la foule a une fois de plus envahi le bureau du Premier ministre alors que les forces de l'ordre avaient tenté de disperser la foule avec des gaz lacrymogènes. Iman Saad. Selon les dernières nouvelles, le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a pris la fuite aux îles Maldives ce mercredi, mettant fin à près de 2 décennies de règne de sa famille sur le pays suite à un soulèvement populaire massif provoqué par un effondrement économique. Cependant, désigner le Premier ministre aux commandes en tant que président par intérim a provoqué de nouvelles manifestations. Les protestataires ont de ce fait pris d'assaut le bureau du Premier ministre, exigeant son départ immédiat. L'état d'urgence a été décrété avec couvre-feu à effet immédiat, des décisions qui ont été immédiatement annulées pour une durée indéterminée. Les agents de l'ordre étaient disposés devant le bureau du Premier ministre, dispersant les manifestants à l'aide de gaz lacrymogènes soutenus par la présence militaire sri-lankaise. Une tentative de dispersion qui s'est soldée par un échec, les protestataires ont finalement réussi à s'introduire dans l'enceinte. Nous ne sommes que des Sri Lankais ici. Les citoyens sri-lankais sont ici pour sauver le pays, pour sauver la mère patrie. Le Premier ministre estime que les manifestants ont pour objectif l'arrêt du processus parlementaire et assure qu'il travaille pour instaurer un couvre-feu dans les plus brefs délais, une décision suggérée par les forces de sécurité sri-lankaises. À la télévision, le Premier ministre a demandé à l'armée et à la police de faire le nécessaire pour rétablir l'ordre, affirmant qu'il était inadmissible de permettre aux fascistes de prendre le pouvoir. C'est donc le commentaire d'Iman Merad. L'Algérie rend hommage une fois de plus à Nelson Mandela. Quelques jours avant la journée internationale qui lui est consacrée, une conférence s'est tenue ce mercredi à Alger en l'honneur de l'ancien président sud-africain. Elle a réuni l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Algérie ainsi qu'un ancien ambassadeur algérien en Afrique du Sud, Safwan Ben Sabri. Nelson Mandela a été mis à l'honneur ce mercredi lors d'une conférence au siège du journal francophone El Moudjahid avec la présence de l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Alger. Une occasion pour les participants de rappeler les liens historiques qui lient l'ancien président sud-africain à l'Algérie, des liens qui datent d'avant l'indépendance, époque durant laquelle celui qu'on appelle Madiba avait reçu une formation militaire aux côtés des forces algériennes présentes dans la base d'Oujda où s'entraînaient les moudjahidines algériens. Parmi les invités à la conférence, Nourdine Djoudi, ancien diplomate algérien qui est revenu sur le parcours atypique de Nelson Mandela. Après un périple qu'il a mené un peu partout, il a fini par nous dire qu'il avait choisi l'Algérie because I have come to get inspiration from Algeria. Je suis venu m'inspirer de la lutte du peuple algérien. Pour lui, les conditions qui prévalaient en Algérie étaient très similaires aux conditions qui prévalaient en Afrique du Sud.
Force est de constater qu'Alger et Pretoria sont historiquement alignés dans leur prise de position tant au niveau africain qu'international. Nelson Mandela effectue sa première visite à l'étranger en Algérie alors qu'il est fraîchement élu président. Le soutien de Pretoria aux causes palestiniennes et sahraouis fait partie des points de convergence entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Les deux pays se sont aussi frontalement opposés au statut de membre observateur de l'entité sioniste au sein de l'Union africaine. L'Algérie et l'Afrique du Sud continuent de renforcer cet axe qui relie le nord et le sud de l'Afrique. On termine par un mot de sport pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. L'Algérie a battu de justesse cet après-midi le Gabon 25-23. Avec cette victoire, les Algériens valident leur billet qualificatif pour les quarts de finale. Ils auront comme prochain adversaire l'Égypte, pays hôte et donné comme favori. Et voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Excellente fin de soirée.